Et on a la chance d'avoir comme partenaire le comité jeunesse, dont je fais partie, et l'AGMQ, qu'on remercie grandement pour ce partenariat. Ce soir, on est très choyés. On accueille Mme Maryse Carignan et Mme Sonia Jeannette pour une conférence sur les... Est-ce que c'est trop fort? Moi, j'ai l'impression. Sur une conférence sur les infirmières pivots en oncologie. Alors, d'abord, je vous présente Mme Sonia Jeannette, qui, depuis 1995, est infirmière en cancérologie. Elle a débuté sa carrière en pédiatrie oncologique et a été de la première cohorte d'infirmières pivots en oncologie dans le projet de démonstration en 2001, avant de poursuivre sa carrière à titre de cadre conseil en soins infirmiers en cancérologie au CIS de la Montérégie. Elle a une vaste expérience de recherche et enseigne à l'Université de Sherbrooke également. Elle est détentrice de plusieurs bourses, publications et présentations, principalement sur les soins en cancérologie. Depuis 2013, si ce n'était pas assez tout ce qu'elle fait déjà, Mme Jeannette est responsable du volet soins infirmiers à la Direction générale de cancérologie du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Donc, merci d'être parmi nous, Mme Jeannette. Et Mme Maryse Carignan, qui est conseillère cadre clinique des secteurs cancérologie, soins palliatifs et soins de fin de vie à la direction des soins infirmiers du CIUS de Laval. Elle détient une maîtrise en sciences infirmières et une certification en soins infirmiers en oncologie de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. Elle cumule plus d'une 30 ans d'expérience de pratique infirmière en oncologie et a offert plusieurs ateliers et conférences sur le sujet. Elle est aussi présidente de l'Association québécoise des infirmières en oncologie et membre du Comité national de l'évolution de la pratique des soins infirmiers en cancérologie et du groupe de travail sur l'accessibilité aux soins palliatifs et de fin de vie du MSSS ainsi que du Comité interfacultaire en soins palliatifs et de fin de vie de l'Université de Montréal. L'inspiration, bravo. Et si ce n'était pas assez, en 2017, Mme Carignan a reçu le prix Florence. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le prix Florence de l'OIQ, c'est une des plus belles distinctions que peut recevoir une infirmière dans la catégorie Excellence de soins. Alors, tout un honneur de vous avoir parmi nous, Mme Carignan, et merci d'avoir accepté de présenter ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole. Les deux réunis. On n'a pas l'impression, quand on travaille à tous les jours, qu'on fait tout ça. Puis quand on entend ça défiler, oh my God, l'agenda peut bien être plein. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce soir. J'espère que vous n'êtes pas là juste pour acclimatiser la belle salle. C'est un 5 à 7, on va essayer d'être convivial, de rendre ça intéressant. On aimerait ça savoir, avant de débuter, s'il y a des IPO dans la salle, s'il y a des gestionnaires dans la salle. Est-ce qu'il y a des infirmières en oncologie dans la salle, autres qu'IPO? Est-ce qu'il y a des infirmières d'autres secteurs? Okay. Ben, les IPO, si vous avez des choses à partager, sentez-vous bien à l'aise de le faire pendant qu'on va présenter. Et c'est ça, je pense. Si vous avez des questions, des interventions en cours de route, vous nous arrêtez, puis on n'attend pas juste à la fin pour pouvoir échanger. Fait que vous gênez pas. Alors, nos objectifs aujourd'hui, c'est ça, ça va être. On va essayer de ne pas trop vous déranger avec ça, mais on va essayer de se passer le micro. Alors, on veut revoir l'historique du développement du rôle de l'infirmière pivot en oncologie. C'est étonnant quand même de voir depuis combien de temps on travaille sur ce rôle-là. Expliciter le rôle de l'infirmière pivot en oncologie tout au long du continuum de soins. Discuter de la complémentarité des rôles. C'est très, très important comme message qu'on veut donner aujourd'hui, la complémentarité des rôles d'infirmiers en cancérologie.
et hors cancérologie, et échanger sur les facteurs qui influencent les activités et les enjeux. Pour ce faire, on va vous présenter un portrait des personnes touchées par le cancer, on va vous parler du rôle, on va vous parler des activités de l'infirmière pivot, on va parler, comme je disais tantôt, de la complémentarité des rôles, des compétences requises, du portrait au Québec, de certains enjeux et outils. On a des messages clés pour partir à la maison et on aimerait avoir une période d'échange, mais comme Sonia vous l'a dit, ça peut se faire tout au long de la présentation. Merci Maryse. On avait dans notre titre un titre proposé qui s'appelait « À la rescousse des... » non, c'était « Infirmière pivot », c'est ça. « Infirmière pivot à la rescousse ». Puis nous, on l'a tourné un peu en disant « Et à la rescousse des infirmières pivot ». Vous allez voir à travers la présentation qu'elles sont peu nombreuses au Québec à jouer ce rôle-là pour le nombre de patients et de personnes touchées par le cancer, donc des patients eux-mêmes, des personnes qui sont atteintes de cancer, et pour leurs proches aussi, parce que les infirmières pivot sont principalement pour la clientèle, mais aussi elles ont un rôle au sein des équipes. Donc, elles emmènent large les infirmières pivot, puis on le sait que dans certains centres, il y a beaucoup de détresse qui peut se vivre à travers ce rôle-là pour bien l'assumer complètement et efficacement. La participation à la rescousse de l'IPO, parce qu'avec les années, ça s'est développé et comme Sonia vous l'a dit, on lui demande énormément. Elle s'en demande énormément, hein, vous savez c'est quoi les infirmières? Elles s'en demandent énormément, mais on lui en demande énormément. Alors, oui, elle est à la rescousse parce que c'est un rôle clé, c'est un rôle pilier, l'IPO, dans le réseau de santé présentement pour la cancérologie, mais il faut aussi l'aider à faire son travail. On a sorti un peu les statistiques pour commencer de ce que la Société canadienne publie à chaque année. Et à chaque année, on voit un taux qui augmente, un taux de la population canadienne qui augmente. On a jusqu'à 2 Canadiens sur 5 qui, au cours de leur vie, seront touchés par le cancer. Alors, on est ici dans la salle et on peut se dire que peut-être que ça va nous arriver à nous. Alors, l'importance de bien travailler ensemble pour faire en sorte que les soins soient les meilleurs pour les personnes qui sont touchées par le cancer. Comme je vous disais tantôt, il y a les personnes qui sont atteintes, mais aussi tous leurs proches. On a ressorti de nos bonnes vieilles archives les besoins des patients. Pourquoi c'était si important pour nous de parler de ça, puis pourquoi on a retourné dans nos vieilles archives jusqu'en 1995, c'était pour montrer à quel point ça fait longtemps que ça a été écrit. Ça fait longtemps qu'ils sont connus, les besoins des patients. Puis il y a plusieurs projets de recherche, encore aujourd'hui, qui sont sur ce sujet-là. Pourquoi c'est si important? C'est comme si c'était encore une partie, un mystère. Mais en fait, c'est simple ce qu'ils demandent et la majorité des résultats de recherche tournent autour de ces idées-là, d'avoir des soins qui sont humains, d'avoir la chance d'avoir une personne ressource, d'avoir des informations qui sont simples et compréhensibles également, puis d'avoir vraiment la chance d'avoir accès rapidement quand ils demandent, quand ils ont des questions ou qui manifestent un besoin. Fait que on est retourné dans les vieilles archives pour vous montrer que c'est pas d'hier que c'est connu, mais encore aujourd'hui, on essaie toujours de préciser les besoins des patients pour vraiment être là comme professionnels pour bien y répondre. Quelque chose de si simple, pourtant, devient assez complexe. Je peux parler de ça aussi? Ben oui. Une chose est certaine, Dominique Tremblay, qui est une chercheure à l'Université de Sherbrooke, qui a fait une présentation en février 2015. Elle a été invitée par CDF pour faire une présentation sur le rôle de l'infirmière pivot. Une chose que j'ai retenue à travers la multitude d'informations qu'elle a pu nous partager à ce moment-là, de toutes les recherches qu'elle mène, c'est la présence d'une infirmière pivot fait une différence dans le parcours du patient, fait une différence, fait des résultats de bien-être, des résultats d'accès, des résultats de confort, vraiment. Fait que d'avoir une infirmière pivot
assigné à un patient, puis que le patient puisse avoir accès à des résultats qui sont bénéfiques pour eux. Il y a vraiment une meilleure expérience de soins à ce moment-là. J'ai ramené ici une vieille découpure de journal qui en fait nous dit quoi? Nous dit que les patients en veulent plus. Une fois qu'ils ont eu accès à une infirmière pivot, ils partagent à même la salle d'attente avec les autres personnes atteintes de cancer cette bonne nouvelle qu'eux ont une infirmière pivot. Puis le patient d'à côté, s'il n'a pas une infirmière pivot, bien, il se fait rapidement convaincre de demander à avoir accès à une infirmière pivot parce que les patients en voient un bénéfice d'avoir une infirmière pivot attitrée. Garde pivot est très populaire. Pour celles qui travaillent plus particulièrement en cancérologie et même les autres, je ne vous apprendrai rien en vous parlant de la complexité de la cancérologie. C'est une trajectoire qui peut se reporter dans le temps pendant de nombreuses années. C'est une trajectoire qui est fluctuante entre l'investigation, le moment du diagnostic, les décisions de traitement, le traitement comme tel. OK, ça va bien, on a une rémission. Certains vont continuer dans leur rémission, d'autres vont récidiver. Parfois, on récidive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on redonne des traitements, on recommence. Et c'est ça qu'on a vu aussi évoluer dans le temps. Quand j'ai commencé à travailler en cancérologie, dans les salles de traitement, une patiente atteinte de cancer du sein, on avait un protocole de traitement. Des fois, on essayait un deuxième quand ça ne faisait pas, puis c'était les soins de fin de vie. On ne parlait même pas, c'était quasiment pas des soins palliatifs, c'était quasiment soins de fin de vie parce que ça allait tellement vite. Maintenant, on est rendu à 10 lignes de traitement. Quand on parle de lignes de traitement, c'est des traitements différents dans le temps. Pour le cancer du sein, fait que c'est vous montrer l'évolution. Alors, c'est complexe et malheureusement, malgré toutes les avancées technologiques, bien, il y a quand même une proportion de patients qui vont aller en soins de fin de vie et qui vont décéder de leur cancer. Alors, c'est... Je passe à la suivante. Pas ça. Non, c'est pas simple. Je voulais juste vous faire remarquer qu'il y a quelque chose qui est en évolution ici. Les soins palliatifs, c'est comme s'ils étaient sur ce schéma-là du continuum, seulement qu'à partir du moment du traitement. Mais il y a beaucoup un virage actuellement d'amener les soins palliatifs dès le moment, vraiment beaucoup plus tôt durant l'investigation, du moment qu'il y a une suspicion ou qu'il y a des besoins vraiment, des symptômes plus sévères, à ce moment-là, de référer d'emblée à l'équipe des soins palliatifs ou d'offrir des soins palliatifs même en cancérologie. Surtout quand on parle de pronostic réservé. C'est sûr que, bon, je reprends l'exemple du cancer du sein, là, un cancer qui est quand même plus ou moins localisé, qu'il y a des bonnes chances de guérison. On ne parlera pas de soins palliatifs tout de suite, mais quand on parle de cancer métastatique, quand on commence à parler de récidive ou de pronostic réservé, on va aussi parler d'approche palliative pour aller vers des soins palliatifs et des soins de fin de vie. Il faut faire la distinction entre ces trois notions-là. Fait qu'effectivement, oui, Sonia, tu fais bien de le mentionner, que l'approche palliative, les soins palliatifs, c'est de plus en plus tôt dans la trajectoire et c'est de plus en plus prouvé que quand on fait ça au début, non seulement on ne tue pas le patient, mais on l'aide à passer à travers les symptômes et il vit plus longtemps. Parce que des fois, hein, il y a des gens qui ont tellement peur quand ils entendent le mot soins palliatifs, je vais mourir. Bien, au contraire, ils vivent plus longtemps si on gère bien leurs symptômes. Et leur qualité de vie, naturellement, s'en trouve. Une question. Il faut apprendre à éduquer les oncologues aussi, à nous aider là-dedans. Il faut apprendre à éduquer les oncologues. Oui. Oui, c'est un travail de... Je vous dirais qu'on a beaucoup de travail à faire sur l'approche palliative dans tous les secteurs. La complexité de la cancérologie aussi, c'est dans la maladie elle-même, l'hétérogénéité des cancers. Le cancer, ce n'est pas une maladie, c'est des centaines de maladies. Puis le cancer du sein, ce n'est pas une maladie, c'est des dizaines de sortes, de types de cancers. Enfin, il y a des grandes différences d'un diagnostic à l'autre.
C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les patients qui se comparent. Moi, j'ai eu ça, toi, tu n'as pas eu ça. Comment ça se fait que tu as ça, puis moi, j'ai pas ça? Puis ça, on le voit souvent dans les salles de traitement et dans les salles d'attente. Le nombre de médicaments. On s'est fié sur les données du GEOC, le groupe d'études en oncologie du Québec, qui est vraiment une référence au Québec pour les traitements de cancérologie. Il y a au-dessus de 200 protocoles différents, avec au-dessus d'une centaine, 150 agents différents. Alors, quand on parle de protocole, c'est généralement un mélange de ces médicaments-là, 1, 2 ou 3 médicaments ensemble et des agents différents. Fait que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, à gérer, à connaître, avec, naturellement, pour ajouter à la complexité des modes d'administration différents, des surveillances différentes, des observations différentes, etc. C'est bon, j'avais continué. Oui, j'ai vu que tu avais changé, merci. Je t'accompagnais dans Et la multiplication des possibilités de traitement. Hein? Il y a des traitements qu'on va... Parfois, c'est juste la chirurgie, parfois, c'est la chirurgie avec la radiothérapie, parfois, c'est chirurgie, chimiothérapie, parfois c'est juste la chimiothérapie. Bref, vous avez compris le principe. Alors, il y en a une multitude et des voies d'administration, comme je vous disais tantôt, c'est varié. On a beaucoup d'IV, oui, mais on a de plus en plus de Péros qui nous arrivent sur le marché avec tous les enjeux que ça représente, parce que le patient, il s'en va tout seul à la maison avec sa bouteille, sa boîte de pilules. Alors, est-ce qu'il les prend comme il faut? Est-ce qu'il les prend point? Comment il gère ça? C'est tout un autre défi. Puis on a ici déjà, ça c'est une vieille diapositive en fait parce qu'elle date de 2014-15. Puis déjà, il y a des nouvelles classes de médicaments qui viennent d'apparaître, les anti-PDL1, les thérapies ciblées. Fait que déjà, il y a du mouvement. Ça fait pas si longtemps, là. Ça va vite. Ça va très, très vite. Et les dernières années, c'est ça aussi qui a eu beaucoup de changements. Puis on vous parle d'immunothérapie. Vous avez sûrement entendu parler aussi dans les journaux ou dans vos milieux. Hein, c'est supposément le traitement de l'avenir. L'avenir le dira. Mais c'est jusqu'à date très, très prometteur. Mais ça amène une toute autre dimension au traitement puis à la gestion des effets secondaires de ces traitements-là. Fait que ça aussi, ça ajoute à la complexité. Puis on va en parler tantôt de ce que ça veut dire pour les infirmières pivots, mais aussi les infirmières de tous les milieux. Je te passe. Le micro. En fait, pas facile de s'y repérer comme infirmière, d'avoir à apprendre tous ces protocoles-là, connaître tous les parcours de soins, être capable vraiment d'accompagner, d'être une bonne accompagnatrice pour les personnes qui sont touchées par le cancer. Mais c'est pas simple non plus pour le patient lui-même qui reçoit la nouvelle puis qui est en attente de bilan et d'investigation. Alors, d'avoir une personne ressource a été rapidement nommé, comme on parlait tantôt dans l'étude de Fraser de 95. Ça en est devenu un objet même en 98 avec le Programme québécois de lutte contre le cancer. Ils ont vraiment nommé à ce moment-là l'importance d'avoir un intervenant pivot. L'intervenant pivot a été étudié, implanté en 2000-2001. Ensuite, a été répandu, dans le fond, il y a eu un comité consultatif des infirmières qui l'a fortement recommandé d'étendre cette pratique-là à l'ensemble du Québec. C'était le ministre Couillard, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui a fait en sorte qu'on a pu réaliser cet objectif-là, qui était d'offrir à l'ensemble des différents territoires de notre province la chance d'avoir accès à une infirmière pivot. Et en 2008, on a vraiment rédigé qu'est-ce que c'était que le rôle de l'infirmière pivot. Et là, 2018, on est dû cette année pour avoir vraiment une mise à jour de ce document-là, et c'est les travaux que l'on mène actuellement. Dans les activités de l'infirmière pivot, il y a le mot « infirmière ». On disait tantôt qu'en 98, c'était un intervenant pivot. Mais rapidement, nous, le Québec, on a choisi d'avoir une infirmière qui soit un intervenant pivot. Comparativement à ce qu'on peut voir dans le reste du Canada, ce que l'on appelle les navigator nurses. En fait, ce n'est pas ce qui est voulu ici. On ne veut pas des agents qui ne soient pas des professionnels qui aident le patient à naviguer. On voulait vraiment que ce soit une infirmière qui accompagne le patient avec toutes ses connaissances biopsychosociales. C'était plus grand que le navigateur. Oui.
Et l'infirmière... c'est ça. Et dans le nom, infirmière pivot, ben, il y a l'infirmière. Alors, le champ d'exercice et les activités réservées des infirmiers et infirmiers du Québec, ben, c'est important aussi il y a le rôle qu'on lui demande, mais elle est avant tout une infirmière. Et le rôle de l'accompagnement des usagers là, du cancer de l'IPO. Alors ça aussi, c'était... Je vais vraiment prendre le temps de le lire avec vous parce que c'est le rôle, en fait, c'est comme la carte de visite de l'infirmière, comment elle se présente au patient et comment aussi elle se présente à l'équipe. Alors, c'est important de savoir que c'est une personne ressource pour l'usager et ses proches, donc pas juste pour l'équipe. Hein? Du moment de l'annonce du diagnostic jusqu'aux périodes de transition que Maryse a parlé au tout début, on veut vraiment qu'elle soit là pour s'assurer de la continuité. Dans le fond, de toute cette navigation qu'on parlait tantôt, oui, en partie, mais on veut un petit peu plus que ça. On veut aussi qu'elle collabore avec les autres professionnels, donc qu'elle soit un intervenant de proximité pour le patient. Et puis, on veut qu'elle soit vraiment partenaire du réseau, donc en dehors des murs de l'hôpital ou des différentes installations. On veut qu'elle soit partenaire aussi avec les organismes communautaires. On veut qu'elle aille plus loin pour accompagner le patient qu'à l'intérieur même de son établissement. Alors, elle a 4 grandes fonctions. On arrive vraiment dans 4 grandes fonctions, cette infirmière qu'on lui demande. Évaluer les besoins de la personne atteinte d'un cancer et ceux de ses proches. Bon, vous allez me dire, n'importe quelle infirmière peut faire ça. Effectivement, évaluer un usager, un patient, c'est du ressort de l'infirmière. Ce qu'on demande, par exemple, plus particulièrement à l'infirmière pivot, c'est d'aller chercher vraiment certains éléments de la personne dans son cercle familial, son réseau. À quelles épreuves elle a fait face dans sa vie? Comment elle les a réglées? Qu'est-ce que ça représente pour elle, ce cancer-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles seraient les stratégies qu'elle pourrait mettre en place pour atteindre ses buts, répondre à ses besoins? L'informer, qu'est-ce qu'elle a compris de son cancer? Alors, cette personne-là a vraiment ce rôle-là qui est différent de l'évaluation qu'une infirmière peut faire à la salle de traitement pour voir comment la personne va ou à l'unité de soins. Alors, on lui demande vraiment cette évaluation-là, ça lui appartient. Et ce qui lui appartient aussi, c'est de faire quelque chose avec cette évaluation-là. Alors, de communiquer aux autres intervenants de l'équipe inter, aux autres infirmières, bien, monsieur, madame, un tel, moi, j'ai détecté une problématique à tel niveau et peut-être qu'il y aurait certaines stratégies à adopter ou cette personne-là, il faut vraiment tout donner le même langage, vraiment donner les mêmes messages et je suis sûre que vous auriez beaucoup d'autres exemples à donner. Est-ce que ça va, madame Laporte, jusqu'à date? Oui? Informer la personne atteinte d'un cancer et ses proches. Alors, généralement, ce n'est pas l'infirmière pivot qui va aller annoncer le diagnostic de cancer à la personne, mais elle va l'avoir souvent peu après la visite du médecin ou, en tout cas, d'une façon assez rapprochée après l'annonce du diagnostic. Qu'est-ce que la personne en a compris? Qu'est-ce qu'elle se souvient de ce qui lui a été dit? Compléter l'information, l'enseignement du protocole, du plan de traitement, encore là, c'est pas à elle de commencer à dire, bien, le sac numéro 1 va être en premier, il va durer une demi-heure, le sac numéro 2, ça va prendre 10 minutes. Ça, c'est à l'infirmière à la salle de traitement. Mais de parler de, vous allez avoir 3, 4 médicaments ensemble, que ça va être aux 3 semaines, qu'il faudrait peut-être prévoir comment ça va se passer à la salle de traitement un peu, de façon générale, mais s'assurer que la personne a compris ce que lui a dit le médecin. Et si elle voit qu'il y a des différences entre ce qu'elle a devant elle, ce qu'il dit, ce que la personne nous dit qu'elle a compris du médecin, bien, toujours recommuniquer, soit par téléphone ou soit dans la documentation. Bien là, ce patient-là, je pense qu'il y a un petit problème de compréhension. Il n'est pas trop... C'est bon? Et soutenir et accompagner la personne atteinte d'un cancer et ses proches. Ça me fait rire parce que soutenir, c'est un grand mot, hein? Avec un grand S, un gros S.
C'est bon à toutes les sauces, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une grande portion du temps de l'IPO aussi, là. Soutenir ses proches, les patients et ses proches, ça veut dire quoi? Alors, encore une fois, ça dépend toujours de ce que la personne a comme ressources. Mais je dirais qu'il faut toujours faire attention de voir qu'est-ce que la patiente a justement comme ressources. Les gens sont souvent capables de répondre à leurs besoins ou ont certaines ressources. Fait qu'il ne faut pas les remplacer, mais les accompagner. Puis accompagner, ça veut dire être là avec eux et les diriger. Ça ne veut pas dire le faire pour eux. Coordonner en assurant la continuité des actions entre professionnels et les lieux de traitement. Alors, vous l'avez vu tantôt dans la trajectoire, dans la complexité, il y a souvent beaucoup de coordination. Il y a souvent aussi certains milieux où on n'offre pas tous les traitements, alors les gens doivent se déplacer en consultation d'un endroit à l'autre selon le type de traitement qu'ils ont. Alors, il y a quand même une portion là, que l'IPO peut faire dans son rôle pour coordonner tout ça et faire en sorte que le patient se retrouve. Hein? Parce que c'est difficile, c'est un jargon qui ne comprennent souvent pas. Et pour nous, c'est normal. Nous, on se comprend dans nos jargons, dans nos acronymes, mais eux, ce n'est pas toujours évident. Y en a-t-il des choses que vous aimeriez partager ou c'est clair, ça vous donne des images ou c'est bon? Alors, l'infirmière pivot en oncologie, c'est une infirmière de référence qui est stable et accessible. Stable et accessible, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive jamais rien. À l'infirmière pivot, il y en a qui s'en vont en congé de maternité, tu sais, là. Mais pas stable dans son poste, stable pour le patient. Le patient, il sait que si son infirmière pivot, c'est Mme Lucie Laporte, bien, il appelle Mme Lucie Laporte. Il y a quelqu'un à qui se référer. C'est la salle de traitement, souvent, l'unité de soins, quand ils sont hospitalisés, ce n'est pas toujours la même personne qui le voit. Tandis que l'IPO, ils en ont une. Fait qu'ils peuvent s'y référer. Mais vous voyez déjà hein, que ses épaules commencent à descendre. Hein, c'est énorme ce qu'on leur demande. C'est des porte-paroles pour le patient. Elle le connaît bien de son évaluation, de ses forces, ses faiblesses, la famille, ses ressources. Elle doit être un porte-parole pour lui. On parle d'objectifs de soins. Qu'est-ce que ce patient-là, il veut? Vous parliez tantôt hein, d'éduquer l'approche palliative. Tu as des projets de vie, appelez ça projet de vie, objectif de soins, souhait de la personne. L'IPO peut être puis je dis ça, puis toutes les infirmières pourraient l'être, là, mais on s'attend de l'IPO qu'elle le fasse, à être porte-parole du patient. On travaille en partenariat avec la personne, avec les proches et avec le réseau. On maintient des liens, hein, c'est important, les liens de confiance, autant avec le patient et les proches que le reste de l'équipe. Le leader clinique et promoteur de santé. Alors, c'est ce qu'on s'attend d'elle. J'ai-tu dépassé, là? C'est toi qui es supposé de parler? C'est parfait. Je te prends le... Je t'accompagne. Je trouvais que tu y allais bien par toi-même. J'étais partie. En fait, il y a une étude qui a été faite d'Andréane Saucier et Alain Biron du Centre universitaire de santé McGill, qui ont vraiment été faire ce qu'on appelle une étude temps-mouvement. Ils ont été voir différents cas, c'est-à-dire différents établissements, différentes équipes, des équipes avec des mandats, ce qu'on appelait autrefois un mandat local, un mandat régional et un mandat suprarégional. Donc, on voit la spécialité qu'il y a un manque. Puis, ils ont vraiment suivi pas à pas les infirmières pivots dans leur journée. Elles étaient 29 au total. Puis, ils ont vraiment chronométré chacune de ces activités et ils ont fait vraiment, selon ces 4 fonctions, qu'est-ce qu'elles faisaient le plus comme activité. Fort heureusement, la majorité de ces fonctions sont cliniques. Donc, il y a des interventions qui sont vraiment pour la personne qui est touchée par le cancer. Le reste de ces activités sont majoritairement des activités que l'on dit administratives, donc un rôle qui se veut indirect. Donc, beaucoup de soins qui sont faits indirects, mais beaucoup de coordination. Et c'est ce qu'on voit principalement quand on regarde les 4 grandes fonctions au début de l'histogramme. C'est vraiment le rôle de coordination qui prend le plus de place, jusqu'à 21% de ces activités.
Puis on voit vraiment à la fin, suivant les 4 rôles, on a quand même répertorié dans cette étude toutes les autres activités qu'elles ne devraient peut-être pas faire, ou du moins, si elles avaient le soutien administratif, qu'elles pourraient peut-être certaines activités déléguer à ses collègues au sein de l'équipe, entre autres. Fait que ça a été quand même répertorié comme des éléments quand même vraiment importants et à réfléchir pour vraiment s'assurer d'avoir, ce qu'on disait avec Maryse, bon intervenant au bon endroit, mais on s'attend que son rôle soit exercé à travers ces 4 fonctions-là, bien nous devons comme organisme vraiment les soutenir au niveau administratif de façon à ce qu'elles puissent vraiment réaliser ces 4 grandes fonctions. Qu'on trouvait important de vous rappeler cette étude-là. Les compétences qui sont requises pour être une infirmière pivot. C'est une infirmière clinicienne, c'est une infirmière avec un baccalauréat en sciences infirmières. Puis on s'attendait à ce qu'elle ait une expertise en cancérologie. Il n'y a pas de chiffres au ministère, il n'y a pas ce regard-là sur ça prend 6 mois, 2 ans, il n'y a pas de barème. Mais on s'attendait quand même qu'il y ait un minimum d'expérience en cancérologie parce que pour pouvoir être en mesure de répondre à la clientèle et à travailler avec l'équipe de cancérologie, il faut avoir un minimum d'expérience. Il y a aussi toutes ces habiletés au niveau relationnel. C'est pas simple d'être devant des patients qui parfois vivent une annonce difficile. C'est pas simple non plus d'être dans des situations de crise vécues au sein d'une famille. Il faut que l'infirmière pivot aussi soit un bon porte-parole, soit avocate de ses patients. Donc, elle doit débattre parfois avec d'autres professionnels pour bien faire entendre les besoins des patients. Donc, des habiletés de communication, autant à l'oral qu'à l'écrit, sont nécessaires. Et puis, on veut vraiment à ce que ce soit débrouillarde. Pas les 2 pieds dans la même bottine. On veut des infirmières qui aient vraiment de bonnes capacités à résoudre des problèmes. On a remarqué aussi dans les écrits une série de compétences qui est vraiment spécifique à son rôle. On voit vraiment que la majorité de sa pratique, elle le fait par téléphone. C'est-à-dire qu'elle rencontre des patients, comme Maryse le disait, lors de l'évaluation initiale. La première rencontre, on serre la main, on se voit en personne, mais le reste du parcours se fait beaucoup à distance. Donc, c'est une pratique majoritairement téléphonique. Qui dit téléphonique dit j'ai pas mes yeux, j'ai pas mon nez, j'ai pas mes mains pour pouvoir faire mon examen clinique comme je le souhaiterais. Donc, il faut vraiment arriver à ce que l'infirmière développe un jugement clinique très fort et pour pouvoir adresser les questions qu'il se doit pour vraiment s'assurer d'avoir un portrait juste de la clientèle qui est à la maison ou chez un proche. On veut aussi, on voyait tantôt avec les statistiques, ça l'a montré, que sa fonction majeure, c'est la coordination. Donc, il faut qu'elle connaisse son réseau. Il faut qu'elle connaisse ses alliés à même l'établissement aussi. L'approche systémique familiale, ça, vraiment, c'est un must. Un must. On travaille vraiment, l'infirmière pivot travaille vraiment avec la personne qui est atteinte de cancer, mais ses proches également. On appelle l'approche systémique familiale qui est centrée majoritairement sur la famille, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est les proches, les personnes les plus significatives pour elles qui doivent être interpellées dans les relations. Le travail en interdisciplinarité, ce n'est pas qu'avec les autres professionnels hors de notre discipline infirmière, mais aussi à même nos propres relations avec les infirmières en salle de traitement ou sur les unités de soins, par exemple, ou dans les autres cliniques externes. Il y a toute la gestion des symptômes qui est complexe. Parce qu'on disait tantôt, il y a des infirmières qui sont là dans les salles de traitement. Il y a des infirmières qui accueillent les patients au quotidien ou à chacune de leurs visites, en fait, quand ils viennent dans les cliniques pour recevoir leur traitement. Donc, elles font une part d'évaluation et de gestion des symptômes. C'est quand ça complique. Quand les trucs ou les conseils qui ont été donnés et mis en application n'ont pas fonctionné, là, vraiment, on s'attend à ce que l'infirmière pivot puisse agir à ce moment-là. Puis, on s'attend d'elle à ce qu'elle ait des compétences aussi qui sont vraiment selon les résultats probants.
Alors, la bonne tasse de thé pour calmer une toux avec un peu de miel, ça peut fonctionner si la donnée probante y est associée. Il faut qu'elle soit vraiment au fait des dernières données. C'est quoi les trucs pour prévenir les nausées? C'est quoi les trucs pour faire en sorte qu'on ait moins de constipation ou de diarrhée, etc., etc. Et puis la bonne gestion de la fatigue. Fait que l'infirmière pivot, elle est vraiment le point de repère pour les patients. Et puis c'est important qu'elle ait une pratique selon les évidences. Je ne sais pas ce que le FIN fait là, c'est parce qu'on voulait probablement voir si vous n'étiez pas tout endormi. Avec connaissance fine, désolée, je ne sais pas ce que ça fait là. Fine dans le sens de raffiner. Fine, raffinée. OK, c'est bon. On vous a parlé de la complémentarité des rôles. Là, c'est un petit peu la présidente de l'Association québécoise des infirmières en oncologie qui vous parle, en plus de Maryse Carignan, la personne. Parce que pour moi, j'ai suivi le début du programme de cancérologie, du début des besoins des patients, du début de ce qu'on parlait comme infirmière pivot, du déploiement du rôle de l'IPO, et je trouvais ça extraordinaire d'avoir ce rôle-là pour répondre aux besoins des patients. Mais il ne faut pas oublier les autres infirmières. Fait que pour moi, la complémentarité des rôles, c'est très important. On a aussi les infirmières en cancérologie et les infirmières hors secteur, certaines compétences, on a certaines connaissances, certaines plus que d'autres sur la cancérologie, mais on travaille ensemble. Alors, il y a différents rôles infirmiers dans le réseau. On a des infirmières en investigation, on a des infirmières en chirurgie, on a des infirmières en clinique externe, on a nos infirmières en cancérologie, en salle de traitement, on a nos infirmières en oncologie sur des unités de soins, et il y a l'infirmière praticienne spécialisée qui, depuis quelques années aussi, en première ligne. Et là, il y a celle en soins adultes, pédiatriques et soins adultes en oncologie qui va se déployer dans les prochaines années. Alors, c'est important que chacun connaisse son rôle, et chacune comprenne l'importance qu'elles ont à travailler. C'est beau, les IPO, mais si on n'avait pas d'infirmières à la salle de traitement, ça n'irait pas bien, ni aux unités de soins. Fait que c'était important d'avoir cette complémentarité de rôle et, oui, de faire un rôle spécifique pour répondre aux besoins du patient, mais aussi pour toutes les autres infirmières. Alors, il y a la pratique inter- et intraprofessionnelle qui est un enjeu dans ces rôles-là, parce que l'interprofessionnel, on sait ce que c'est, mais l'intra aussi de tous les rôles que je vous ai nommés dans les différentes cliniques sur les unités de soins. La communication entre les membres des équipes est très importante dans cette complémentarité des rôles-là, parce que l'infirmière à la salle de traitement, elle peut avoir des informations aussi que, pour une raison X, n'ont pas été dites à l'IPO. Peut-être que l'IPO qui les a vus une fois au début, peut-être que la relation s'est développée un petit peu plus avec l'infirmière de la salle de traitement, parce qu'ils vont là souvent, régulièrement. Peut-être qu'ils n'ont pas vu l'IPO le plus souvent. Et le patient, il a le droit d'avoir une affinité avec une personne plus qu'avec une autre. C'est pas parce qu'on a le titre d'infirmière pivot que tous les patients doivent juste être... c'est pas mes patients, c'est nos patients. Des valeurs communes, hein, c'est important dans une équipe d'avoir des valeurs communes, des qualités de travail d'équipe et le respect de l'autre. C'est ça, dans la complémentarité des rôles, le respect. L'infirmière à la salle de traitement, l'infirmière pivot, l'infirmière à la clinique externe, ils ont chacun leur rôle puis leur importance comme infirmière. Complémentarité des rôles, la rareté des ressources. On ne peut plus se permettre d'avoir 3 infirmières qui font le même travail, d'avoir 3 intervenants qui font le même travail, mais là, on parle infirmière. Alors, on peut... Est-ce qu'on a déjà pu se le permettre? C'est bien mélangeant, ça devient chaotique, mais c'est mieux de se compléter plutôt que de refaire chacune les mêmes choses. La rareté des ressources aussi nous a amené à penser à des critères d'orientation vers l'un et l'autre et naturellement d'éviter les doublons, là, parce que c'est pas gagnant pour personne. C'est compliqué, le patient devient tout mélangé, surtout si le doublon A ne dit pas la même chose que le doublon B, là c'est vraiment pas drôle. C'est bon? C'est
statistiques toutes chaudes. Grâce, dans le fond, au soutien de vos co-gestionnaires dans les équipes de cancérologie, on a réussi à dresser un portrait. Comme vous ne pouvez pas voir, en fait, jusqu'au bas de l'écran, à chacune des diapositives, on a mis les références. La présentation, on va pouvoir la laisser pour le groupe d'espace santé. Fait que vous allez avoir toutes les références associées. Mais ces statistiques-là ne sont pas publiées parce qu'ils sont en train d'être analysés. Je vous ai amené ce qu'on dit dans le jargon, les premières analyses, les résultats préliminaires. Ce que ça nous montre, en fait, c'est qu'on a vraiment fait un répertoire. On est allé vraiment chercher combien il y a d'infirmières pivots par établissement dans chacune des installations, et puis si elles ont une pratique générale ou spécifique. C'est-à-dire qu'ici, dans la première diapo, je vous montre le nombre d'IPO par territoire, donc les territoires 1 à 16. Il y a le territoire 17 et 18 qui est couvert par l'équipe du Centre universitaire de santé McGill. Donc, le 6, la région 6, ou le territoire 6, je dois dire, c'est vraiment tout le territoire de Montréal. Donc là, on voit monter en pic, en flèche, dans le fond, le nombre d'IPO à cet endroit-là, mais il faut se dire qu'il y a plus d'un établissement dans cette région-là. La même chose pour la région 03 et la région 16. Fait qu'on voit vraiment qu'on a 284 IPO au Québec. Deuxième résultat préliminaire qu'on peut vous communiquer ce soir, en fait, c'est de voir à quel point il y en a 134 d'entre elles qui ont une pratique généraliste. C'est-à-dire qu'au quotidien, elles rencontrent toutes sortes de patients, bien sûr, mais avec toutes sortes de types de sièges de cancer différents. Donc, elle peut rencontrer une dame qui est atteinte de cancer du sein et la minute après, rencontrer une personne qui a un cancer du poumon. Puis, elle vacille comme ça à travers sa journée, à travers toutes sortes de sièges tumoraux. Mais on voit que la majorité, quasiment 150 d'entre elles, ont une pratique par siège spécifique. Et ça, pour nous, c'est heureux parce que ça nous fait dire que pour les patients, pour la clientèle elle-même, d'avoir une infirmière très spécialisée dans un siège tumoral, bien, elle va développer beaucoup son expertise dans ce siège tumoral-là. C'est une bonne nouvelle en soi, mais il y a le pendant de cette médaille-là, qui est le fait qu'on a des doutes qu'il y a peut-être des clientèles qui sont orphelines. On dit une clientèle orpheline, c'est de la clientèle qui n'ont peut-être pas accès à une infirmière pivot. Et là, on a à aller travailler dans les statistiques pour aller étudier ça un petit peu plus en profondeur. Dis-moi ça. Oui. C'était un petit peu pâle. Oui. C'était plus 5 minutes? C'était plus... Oh boy! Oh boy! Oh boy! On accélère. Alors, les enjeux de la pratique clinique, on vous en a nommé quelques-uns au cours de la présentation, l'expertise, la pratique organisationnelle, l'environnement de travail, l'exercice du rôle, l'étendue de la pratique. Tout ça navigue autour de l'IPO et c'est ce qu'on retrouve dans son rôle et dans sa pratique. Enjeu de formation, ça ne s'apprend pas à l'école. Les programmes de formation initiale pour les infirmières, pour l'obtention du permis, corrige-moi, Louise, il y en a de l'oncologie, mais c'est pas suffisant pour les préparer vraiment à travailler en cancérologie. Et l'IPO, il n'y a certainement pas de cours pour l'IPO. Il n'y a pas de programme d'orientation et d'intégration de cette infirmière-là partout dans tous les établissements et ce n'est pas standardisé. Il y a peu de temps alloué à la formation et vous savez, vous le vivez, ça ne s'améliore pas. Il y a beaucoup de nouvelles molécules et de nouvelles technologies qui nous arrivent. Alors, il faut les former, ces infirmières-là. Il faut qu'elles le sachent, qu'est-ce qui se passe. Et l'évolution des soins infirmiers oncologiques comme tels aussi, il y a de plus en plus de recherches qui se fait, il y a de plus en plus de données probantes auxquelles on a accès. Alors, tout ça, faut transmettre cette information-là. Alors, il y a des outils qui ont été préparés. J'aurais quasiment le goût de passer le micro à Lucie. Nous avons l'experte. Oui.
En fait, on a développé un programme de formation en ligne. C'est un 21 heures, si on se le fait consécutivement, là, mais en fait, ça représente 10 volets. Il y a 10 volets de la pratique de l'infirmière qu'on s'est dit, il faut absolument qu'elle ait ça comme base, vraiment, pour pouvoir bien exercer son rôle. Alors, la formation en ligne représente 10 volets, un 21 heures qui est réparti à travers les 10 volets. Il y a des webinaires d'intégration. Vraiment, on a mis vraiment cette activité-là supplémentaire, donc pour les infirmières qui ont fait le volet en auto-apprentissage, soit chez elles ou dans leur milieu de travail, de pouvoir être en réseau, c'est-à-dire d'être rejoint, on dit entre 8 et 10 participantes par webinaire, avec une tutrice d'expérience qui est Lucie Laporte, qui est ici, et pour pouvoir échanger sur les connaissances acquises en ligne de façon à bien vraiment les concrétiser là, dans leur pratique par la suite et bien les intégrer. Et vous voyez le titre « Infirmière en oncologie ». Cette formation-là, au départ, justement pour répondre aux besoins des enjeux de formation de l'IPO, avait été développée pour l'IPO. Et au fil du temps, avec les thèmes qui sont discutés, on s'est dit l'infirmière en cancérologie, là, elle a besoin de cette connaissance-là aussi. Alors, ça a été ouvert aux infirmières en oncologie, pas juste exclusivement les IPO. C'est le webinaire qui est juste pour les IPO, oui. Mais les formations sont pour l'infirmière en oncologie. Ça, on était bien contents. Il y a aussi tout le volet de la formation continue. Ce qui est préconisé, en fait, c'est vraiment que les infirmières participent ou s'engagent dans un processus de formation continue. Elles peuvent le faire sous différents angles. Elles ont la possibilité de pouvoir le faire via la certification canadienne de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada. Il y a aussi la chance, dans certains établissements, de pouvoir participer à des journal clubs ou de pouvoir aussi assister au comité des thérapies, du diagnostic et des traitements du cancer, les CDTC. Et le etc., c'est toutes les activités éducatives que vous offre l'Association québécoise des infirmières en onco. Il fallait bien que... Alors, soyez à l'affût. Nous sommes sur Facebook. Nous avons un site web. Je te laisse continuer. C'est OK. Alors, les enjeux qu'on rencontrait dans l'évaluation, on vous l'a dit tantôt, des situations complexes, des gestions de symptômes complexes, des pratiques qui ne sont pas uniformes d'un endroit à l'autre. Tantôt, vous voyez, c'est général, c'est par tumeur. C'est sûr que ça dépend des ressources aussi puis de la volumétrie qu'on a dans chaque secteur. Mais la pratique est définitivement pas uniforme. Puis même à l'intérieur d'un même établissement, la pratique n'est pas uniforme. De l'habileté, mais aussi du jugement clinique, de l'outil commun et connu de tous, c'est important, être au front et communiquer, alors à la personne atteinte de cancer, aux proches, mais aussi à l'équipe interdisciplinaire. Ces informations-là, précieuses-là qu'on a dans notre évaluation, il faut les communiquer. Alors, on lui a donné des outils, on a donné des outils aux patients, aux usagers, mais aussi à ces infirmières pivots-là. Alors, il y a le passeport en oncologie que vous connaissez peut-être. On aurait aimé ça vous en apporter ce soir. Malheureusement, la commande n'est pas arrivée à temps, mais c'est quelque chose que vous avez dans vos milieux ou que vous pouvez commander par la Direction générale de cancérologie, là, si vous n'en avez pas. Il y a aussi toute l'évaluation initiale qui a été développée aussi il y a plusieurs années avec tout un groupe d'experts d'infirmières en oncologie pour faire un guide d'évaluation initiale de l'IPO qui est aussi devenu l'évaluation initiale de l'infirmière en oncologie. Alors, dans l'évaluation, il y a certaines portions qu'on va demander à l'IPO de faire, mais aussi l'infirmière à l'unité de soins, l'infirmière à la salle de traitement pourrait contribuer à cette évaluation-là. Alors, c'est maintenant un AH de son petit chiffre, là, je ne me souviens plus, mais c'est un formulaire formatisé directement du ministère. Et il y a tous les outils d'évaluation téléphonique. On vous a parlé que la pratique de l'IPO est vraiment téléphonique, alors tous les outils d'évaluation téléphonique, on se sert de l'outil qu'on appelle CoStar, qui a été développé, encore une fois, par une équipe d'expertes infirmières à travers le Canada et qui a été traduit. Et vous avez les 15 outils, les 15 fiches que vous retrouvez pour chacun des symptômes. Ça, c'est très utilisé par les infirmières pivots.
Mais on s'entend qu'il y a plus de symptômes que la liste qui est là. Oui, c'est ceux qui sont faits. Peuvent expérimenter c'est ceux qui sont faits. Plusieurs symptômes en même temps, mais au moins ceux-ci sont les plus communs, donc les plus fréquemment rencontrés. Alors, on a parlé de rareté de ressources, on a parlé de complémentarité des rôles, on a parlé d'indices de prévalence, d'incidence qui augmentent. Ça nous amène un enjeu de priorisation pour nos infirmières pivots parce qu'on a un nombre, 284, c'est quand même un bon nombre, mais c'est pas suffisant pour que tout le monde ait accès à une IPO. Et pour l'instant, ça va rester ce nombre-là. Alors, on a des enjeux de priorisation et ça va être la clientèle vulnérable. Alors, on va définir quelle sera la clientèle vulnérable qu'on veut que l'IPO voit en consultation. Instinctivement, actuellement, les infirmières pivots vont d'emblée prioriser les personnes qui ont soit plusieurs comorbidités ou la clientèle qui ont plusieurs traitements concomitants. Fait que d'emblée, elles vont aller vers ces types de clientèle-là, mais il y a des travaux qui sont en cours pour justement accompagner les infirmières à identifier peut-être les clientèles qui seraient plus vulnérables et qui auraient besoin d'un plus grand accompagnement. À la rescousse de l'IPO. La priorisation, oui. Non, il y a les deux. On y vient. Oui, OK. Bougez pas, je m'approche. En fait, avant, c'était le médecin qui faisait la référence à l'infirmière pivot. Donc, je me posais la question par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que c'est maintenant l'infirmière pivot qui regarde la clientèle et qui prend les clientes les plus vulnérables? Dans le fond, c'était un peu ça. Là. Puis on m'a répondu que c'était les deux, donc... On y vient. C'est-tu toi ou c'est moi qui réponds? Mais on y vient. On y vient avec les priorisations. Alors, vous connaissez peut-être cette pyramide-là, qui est vraiment, pour le cancer, la source de Margaret Fitch, qui vraiment va avec une priorisation. On sait que si on a une population de patients atteints de cancer, alors c'est 100% qu'ils ont le cancer, c'est pas 100% qui ont nécessairement besoin de tous les paliers d'aide, de ressources, de soutien qu'on peut leur donner. Alors, il y a différents paliers selon les besoins. Puis c'est un peu ça qu'on va commencer à regarder pour avoir la bonne personne au bon moment, au bon endroit, pour répondre aux besoins du patient. Un autre outil dans le... Juste pour rassurer, on y vient à votre question. On va vous expliquer la différence dans quelques minutes. Et dans cette priorisation-là aussi, un outil qui peut être utile pour aller chercher quels sont les services ou quels sont les patients qui auraient besoin davantage, c'est la détection de la détresse qui va être systématiquement déployée au Québec. Si ce n'est pas déjà fait dans vos milieux, vous allez en entendre parler dans la prochaine année. Dans le prochain mois, certainement, dans la prochaine année. C'est un chantier prioritaire. C'est un chantier prioritaire. Alors, vous allez voir un outil qui ressemble à cet outil-là se développer pour aller chercher qu'est-ce que le patient, quels sont ses besoins, quelles sont ses problématiques, et ça va permettre de standardiser, justement, et que tout le monde parle le même langage. Les enjeux d'accès. Alors, on parlait tantôt, effectivement, qu'on a un nombre restreint, on n'en aura pas plus, mais les besoins augmentent. Avant, c'était des références du médecin. Par contre, il y a certains endroits où c'était automatique. Tu avais un nouveau patient qui arrivait, il voyait l'IPO. Fait que tu n'avais pas de consultation. Fait qu'il y avait, dépendamment des établissements, des façons de faire. Mais on se rendait compte qu'il y avait des écarts entre les régions, justement, à cause de tout ça, des ressources qui étaient disponibles. Il y a seulement, c'est quand même bon, 58,7 qui reconnaissent avoir eu accès à une IPO. C'est pas 100 là, on est loin du 100 mais quand même, 58,7 56,4 au moment des traitements versus 29,2 au moment du diagnostic. Fait qu'on se rend compte que l'IPO est plus là quand il y a un traitement de prescrit, de planifié. Et l'IPO, on dit qu'elle améliorerait l'accès à
l'équipe interprofessionnelle, bien, c'est normal. Si tu as quelqu'un qui évalue les besoins, tu vas savoir c'est quoi les besoins, puis tu vas référer à la personne. Par contre, je dirais à celle qui était inquiète de savoir est-ce que je vais augmenter mes consultations en TS, est-ce que la psychologue va avoir trop de requêtes? On s'est rendu compte, par contre, surtout avec les études de l'outil de dépistage, c'est qu'il n'y avait pas plus de consultations, mais elles étaient faites au moment approprié. Tu diminuais les paniques de 4h moins 10 le vendredi après-midi parce que tu avais pris de l'avance. Tu avais évalué un besoin avant ou tu avais évalué que peut-être il y aurait une problématique, puis tu avais demandé la TS avant. Puis tu avais des critères vraiment pour savoir est-ce que je demande de la travailleuse sociale, est-ce que je suis capable avec mes compétences d'infirmière de régler ça ou est-ce que c'est vraiment la psychologue? Alors les références étaient beaucoup mieux et c'est ce qu'on a vécu chez nous. Parce qu'on a vécu la même chose de dire « Je vais-tu avoir plus de consultations? Je suis déjà rendu là. » Et on s'est rendu compte que non, le nombre restait le même, mais le moment de la consultation était mieux évalué. Oui? Allô, je suis pharmacienne. Au début, vous aviez mentionné, parce que souvent en pharmacie, on se retrouve aussi avec des ressources limitées, puis plus on se rend disponible, plus on a des demandes. Vous aviez mentionné, on parlait du médecin qui demande, de l'infirmière qui regarde. Vous aviez mentionné les patients dans la salle d'attente, les patients qui se parlent, puis là, ils veulent une consultation. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est le patient qui fait la demande, puis selon les critères, ce ne serait pas quelqu'un qui aurait... C'est sûr que ça va être un enjeu. Je pense qu'à quelque part, on n'évitera pas que les patients nous demandent, comme les patients peuvent nous demander de voir une psychologue. Je pense qu'à ce moment-là, ça va être de revoir avec eux les besoins. Pour quelles raisons ils nous demandent un psychologue? Pour quelles raisons ils nous demandent un tel intervenant? Et de voir, est-ce que c'est vraiment le bon intervenant? Et d'expliquer à la personne quelle serait la meilleure ressource pour elle. Mais c'est sûr que... Hein? Non. On ne peut pas ignorer une demande. On peut dire non à un psychologue, on peut dire non à la consultation à un psychologue si ça ne répond pas aux critères de consultation. Mais une personne qui nous demande un psychologue, elle a une détresse. Fait que, pourquoi elle demande le psychologue? Qu'est-ce qui fait qu'elle demande un psychologue? Est-ce que moi, comme infirmière, j'ai les compétences pour répondre à ce qu'elle demande? Parfois, elle demande un psychologue parce qu'elles ne savent pas à qui demander, puis on est capable de répondre à la question. Parfois, c'est une travailleuse sociale. Et aussi, il faut respecter les critères de référence de l'établissement où on travaille. Puis si ça ne rentre pas dans les critères, par contre, on peut essayer de trouver une ressource à quelque part. Puis il y en a des ressources dans le réseau, il y en a des ressources en communauté, mais on ne les connaît pas, puis on ne les utilise pas. Ou on ne les utilise pas, mais on ne les connaît pas. C'est sûr que si on ne les connaît pas, on ne les utilisera pas, là. Mais on n'y pense pas, parfois, de les utiliser. Je vais dire, des fois, l'infirmière pivot, elle peut jouer un rôle juste comme ponctuel, tu sais, comme regarder, c'est comme vous dites, c'est quoi son besoin. Tu sais, des fois, en jasant avec elle, bien, finalement, comme vous dites, ça peut être une TS, si on est chanceux dans certains centres, qui ont des massos, puis des musicothérapeutes, des fois pour l'anxiété, des choses comme ça peut être très ponctuel. Puis de l'infirmière pivot, à ce moment-là, elle a aidé à coordonner un besoin, puis ça s'est arrêté là. Mais, comme vous dites, de dire non à l'infirmière pivot parce que les 3 autres à côté en ont une, bien, c'est peut-être juste de l'écouter, prendre 1 heure de ton temps, de l'IPO, puis peut-être juste coordonner le besoin ailleurs. Peut-être que vraiment, elle n'a pas besoin de l'IPO. On ne pourrait jamais dire non à une demande. C'est plus facile de dire non au médecin qu'à un patient qui exprime la demande. Ils ont déjà fait beaucoup d'étapes pour faire ça. Alors, c'est ça. Merci. Par contre, on ne donnerait pas de l'Herceptin à un patient chez qui ça ne serait pas indiqué. Je donne un exemple comme ça, là. Fait que, pourquoi faire une référence à un psychologue si ça ne répond pas à des critères? Bref, mais c'est plus facile en avant, comme ça, de vous dire ça que devant le patient, à lui dire que tu ne peux pas répondre. Mais malheureusement,
Je vais juste faire le tour des outils. En fait, les outils sont là pour encadrer, pour accompagner l'infirmière pivot et les gestionnaires à s'assurer qu'elle fasse le rôle pour lequel elle est engagée. C'est certain que s'il y a des situations particulières qui sont vécues auprès d'une personne qui est atteinte de cancer ou de son proche, on se doit, comme professionnel, d'avoir cette écoute-là du besoin et de l'orienter. C'est dans notre code de déontologie, qu'on soit infirmière, pharmacien, peu importe, on a à prendre ce moment-là pour l'écouter. C'est sûr qu'il y a une balise à mettre pour que chacun puisse respecter son champ de pratique puis s'assurer du bon intervenant au bon moment. Les outils qui sont listés ici, c'est des outils pour aider les équipes. Si les équipes fonctionnent bien, comme on a vu avec l'Institut de la statistique, là, avec les résultats qu'ils nous ont montrés, il y a certaines régions où est-ce qu'on a quasi un 100% d'accès à l'infirmière pivot. Fait que pour ces régions-là, ils n'ont peut-être pas besoin des outils. Mais pour d'autres régions où l'accès est plus difficile, où est-ce qu'on a une assignation très forte à l'infirmière pivot, mais l'infirmière pivot, elle n'a pas les bras pour pouvoir accueillir toutes les demandes, donc le patient n'a pas accès. À ce moment-là, pour ces établissements-là, il y a des critères qui ont été développés, des mécanismes comme des guichets d'accès ou des demandes de consultation pour pouvoir orienter vers l'infirmière pivot selon les motifs, dans le fond, de consultation, les motifs qui sont en fait les besoins des personnes atteintes de cancer. On parle d'accès à l'IPO puis de demande. Moi, je me questionne beaucoup pour les clientèles, exemple, ORL, qui ont de la chimio et radiothérapie concomitante. Comment vous allez penser à développer des critères de priorisation chez une clientèle qui a tant de symptômes et puis qui, finalement, voit l'infirmière en radiothérapie, voit le technologue, puis souvent, il n'y a pas d'infirmière en radiothérapie, voit une infirmière en salle de traitement qui dit ça appartient à la radiothérapie qui dit ça appartient. Je me questionne juste par rapport à ces clientèles-là, en tout cas, par rapport à une priorisation d'infirmières pivot. Je lance juste un petit mot. En pulmonaire, ça peut être la même chose. Bien, c'est ça. Bien, déjà, ça va être des situations complexes. Fait que les situations complexes vont monter dans la priorisation. Mais justement, quand il y a plusieurs infirmières qui sont impliquées, juste à penser aux infirmières de recherche pour les endroits où il y a des recherches pour les infirmières, bien, celles-là peuvent peut-être faire un bout de chemin. Fait que la complémentarité des rôles qu'on vous parlait tantôt, là, elle va prendre tout son sens à ce niveau-là. Oui, on va en prendre une dernière. Les outils sont développés ou sont à développer? En fait, les outils vont être publiés. Ils sont en cours de développement. Certains sont déjà achevés, mais ils vont être publiés dans la mise à jour de 2018. Donc, on a dans notre plan d'action au niveau du ministère de pouvoir déployer la mise à jour du rôle de l'infirmière pivot en avril 2018. Donc, ces outils-là vont apparaître dans le fond au document initial de 2008 qui va être optimisé. Fait qu'il y a des travaux qui ont été débutés avec les programmes de cancérologie. Fait que vous allez éventuellement là, entendre parler de... Sachez que les outils se développent point de vue de recherche au niveau du ministère. Donc, il y a toute la revue de la littérature, mais il y a aussi un comité d'experts qui est composé d'infirmières pivots, de co-gestionnaires et puis de cadres conseils. Attends, je vais dire non, je reprends, je n'ai pas dit ce mot-là. Je veux dire une infirmière en pratique avancée qui vraiment accompagne, qui nous accompagne, oui, c'est ça, qui nous accompagne vraiment pour valider ce qu'on a trouvé dans la recherche. Puis ce groupe-là challenge un peu les résultats que l'on développe, les différents outils que l'on développe, puis font en sorte que nos résultats ils sont meilleurs. Puis ensuite, on fait passer les outils en sondage. Fait qu'il y a possiblement certaines d'entre vous qui ont participé au sondage vraiment pour dresser un portrait provincial des outils et puis s'assurer d'avoir les commentaires des intervenants. Fait qu'il y a un sondage pan-provincial qui est fait également par la suite. Et à la lumière de ça,
va être déposé dans cette mise à jour-là, mais sachez que la mise à jour ne sera pas publiée du premier jet. C'est comme tous les outils développés par l'Ordre des infirmières ou le ministère ou d'autres organismes, ils font partie d'une boucle de validation pour s'assurer que les différentes associations, entre autres, puissent le commenter et faire en sorte qu'on ait un outil à la fin, vraiment une mise à jour qui va être vraiment la plus réaliste et la plus près de chacune de vos réalités. Les enjeux de soutien à la pratique, je pense qu'on les a déjà pas mal mentionnés, là, diffusion, interprétation du rôle de l'IPO, la santé organisationnelle, l'aide que l'IPO peut recevoir, autant de son gestionnaire, de la direction des soins infirmiers, de l'infirmière de pratique avancée, la collaboration avec les pairs, hein, c'est important, le partage qu'on a entre nous pour partager les bons coups, les mauvais coups, les préoccupations, et le volet du programme de formation qui est le prendre soin de soi pour mieux intervenir. On vous avait parlé au départ qu'on avait des messages clés à vous lancer. Alors, c'est sûr que l'infirmière pivot, c'est un rôle qui est centré sur les besoins de la personne touchée par le cancer. Quand on parle de la personne, on parle de sa famille, de ses proches. Alors, c'est vraiment, le rôle a été créé pour répondre aux besoins de la personne touchée par le cancer. L'IPO, il y a 4 grandes fonctions: évaluer, soutenir, enseigner, informer, coordonner, tout au long de la trajectoire de soins, du moment du diagnostic jusqu'à la fin de vie, si c'est le cas. La transversalité de la cancérologie, ça prend un travail d'équipe parce qu'il y a des gens, comme on disait tantôt, en investigation, en chirurgie, sur les unités de soins, en salle de traitement, la complémentarité des rôles et le poids de la complexité est organisationnel et non pas individuel. Alors, l'IPO ne porte pas tout ça sur ses épaules, c'est vraiment organisationnel. C'est pour ça qu'on vous disait que les changements dont on vous parle là, ça va être organisationnel que ça va se passer. Période d'échange, je sais qu'on l'a pas mal fait en même temps, mais d'abord, un gros merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas dans le domaine de la cancérologie comme moi, vous avez bien démontré comment le rôle d'IPO est vraiment indispensable, puis comment qu'on doit vraiment le promouvoir davantage, puis bien l'expliquer aux patients, même aux autres infirmières qui ne connaissent pas tout à fait le rôle. On a eu la chance de quand même poser plusieurs questions pendant la présentation, mais je vous lance encore, je vous donne encore l'opportunité de poser des questions. Alors, je ne veux pas vous contentionner derrière le lutrin, mais je vais me promener avec le micro. Je ne sais pas si ça vous dérangerait de prendre l'autre pour pouvoir bouger un peu plus. Je ne sais pas l'ordre qu'il y avait. Ah, c'était une question. Louise Bouchard, je suis professeure retraitée et je m'intéresse à l'onco depuis des années. Je suis toujours passionnée par le sujet. Dans le titre, c'était écrit « À la rescousse des infirmières pivots en onco aussi ». Je ne l'ai pas oublié. Vous avez une tâche énorme. Bon, dernièrement, je m'entretenais avec une infirmière pivot en oncologie qui disait que elle était sur le bord là, de la détresse. Elle se sentait comme un robot, en fait, parce que ce qu'on lui demande, justement, au plan du soutien, entre autres, et de la relation d'aide, du dialogue, auprès des patients, de leur famille, que c'était à peu près impossible. Et ça, là-dessus, j'aimerais ça vous entendre parce que pour elle, c'était vraiment déplorable. Puis c'est ça, moi, je retiens dans votre site « À la rescousse des infirmières pivots ». Il y avait ça, puis il y avait aussi... je pourrais peut-être la poser après, mais en tout cas, le 284 infirmières pivots, comment c'est décidé, ça? C'est au gouvernement? C'est le gouvernement qui décide ça? Parce qu'avec l'ampleur de la tâche que vous avez, ça me paraît quasi impossible de vraiment remplir votre rôle. Là, c'est vraiment... oui. vous m'entendez bien? OK. Ça a été vraiment depuis 2005...
Donc, il y a eu une enveloppe budgétaire qui a été vraiment donnée aux établissements à ce moment-là, et puis c'est resté la même enveloppe. Donc, on a une augmentation parce qu'on avait un peu moins d'infirmières pivots en 2005. Fait qu'il y a des établissements qui ont fait des choix, puis qui ont décidé de transformer des postes. En fait, tous ces postes-là sont des postes d'infirmières cliniciennes, d'infirmières avec baccalauréat à la base. Puis c'est vraiment à la gestionnaire de déterminer quel rôle elle va faire au sein de son équipe. Et puis là, dans le fond, la fonction d'infirmière pivot lui est attribuée. Mais à la base, la gestionnaire a un lot, puis peut-être que les gestionnaires qui êtes présentes, vous pourriez me compléter, mais elles ont un lot d'infirmières cliniciennes, puis elles déterminent combien il y a certains postes qui vont être attribués vraiment pour exercer cette fonction-là. Mais il y a une limite quand même, c'est ça, je comprends. C'est ça, mais Mesdames les gestionnaires, auriez-vous... Mais c'est pour ça qu'effectivement, l'enveloppe budgétaire n'a pas changé. Alors, on se retrouve avec 284 au Québec et là, pour l'instant, il n'y en aura pas plus. À moins que, comme Sonia dit, que des établissements fassent des choix. Mais les choix, présentement, ça veut dire couper à quelque part si tu veux donner à l'autre. C'est pour ça que le titre « L'infirmière à la rescousse », on a rajouté « à la rescousse de l'IPO » parce que cette détresse-là que tu nommes, Louise, on en est conscient, elle existe. Et elle existe parce que, justement, ce rôle-là, c'est un nouveau rôle, il s'est développé et il est très gros, il est très grand et les besoins des patients sont très, très grands. Fait qu'il faut regarder comment on peut réanalyser tout ça, puis voir vraiment où est la valeur ajoutée, puis qui d'autre dans le réseau. Avez-vous du soutien? Bien, on va voir dans les prochains mois avec les outils qu'on vous a parlé, puis le projet de cette réorganisation, j'aime pas le mot réorganisation, mais de regarder cette priorisation-là, comment ça va aller dans les établissements. Je serais peut-être... Oui, tu peux rajouter, tu sais, je ne peux pas dire non à Lucie. Écoute, oui, c'est ça. Mais j'aimerais rajouter quelque chose en lien avec ce que tu dis. Bon, j'anime les webinaires pour les infirmières pivots du Québec. Je le vois, je l'entends. C'est énorme, cette fatigue-là. Il y a 2 constats que je voudrais faire. Le premier, c'est quand je parle de fatigue de compassion ou de stress vicariant, c'est quelque chose qui est là, qui existe depuis des années, qui est dans la littérature. Tu parlais de soutien. Juste d'avoir un petit peu des clubs de lecture là-dessus, de savoir c'est quoi la fatigue de compassion, de savoir c'est quoi, moi, comme infirmière, je peux avoir comme symptôme, c'est quoi les moyens qui existent pour moi que je peux développer, organisationnels, etc. Il y a beaucoup de travail là-dessus à faire par rapport à, premièrement, être conscient de ce phénomène-là, parce qu'être confronté à la détresse jour après jour, puis c'est pas juste en oncologie, néonatale, etc., là, toutes les situations, soins palliatifs, etc., soins intensifs, ça existe partout. Mais je veux juste, on parle de ça. Ça, c'est un moyen qui est possible. Puis dans les milieux, du milieu où je viens, on avait aussi des rencontres de co-développement. Ça, c'est pas une réunion, inter, c'est une rencontre où les infirmières venaient déposer leurs difficultés et quelquefois leurs souffrances et parler de soi, de ses émotions. Ça en est un moyen pour prévenir la fatigue de compassion. Alors ça, c'est important. La réunion inter, c'est important, mais c'est pas là qu'on va parler. On va avoir du soutien pour comment gérer la situation avec les patients et leurs familles. Fait que je bouillais là parce que j'ai tellement vu de détresse chez les infirmières, puis je trouve ça important ce que tu nommes. Et en lien avec votre titre, et comment dans nos milieux pour qu'on puisse continuer. On va terminer, puis je vais passer à la prochaine. En fait, je fais encore le lien avec le manque de ressources. Oh oui. Le 284 qui a l'air fixé, c'est là qu'à mon avis, il va falloir aussi qu'il y ait du travail, parce que sinon, des infirmières épuisées au travail, il va en avoir encore, et puis ça, c'est... Il y en a partout. Dans tout ce qu'on lit, c'est ça le moyen de prévenir ça, c'est d'avoir les ressources qu'il faut. Et on ne les a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est à tous les niveaux, là. C'est ça. Parce que la littérature... Merci. Je demanderai juste aux prochaines personnes de se présenter avant de poser vos questions. Oui.
On te connaît. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Jacinthe Huffington, directrice des programmes à la Fondation québécoise du cancer. Vous parliez tantôt d'organismes communautaires. Oui, chapeau aux infirmières pivots, vraiment, c'est un travail, un gros travail, sûrement très apprécié. Mais effectivement, il y a les organismes communautaires qui sont là aussi pour les patients. Nous, à la Fondation québécoise du cancer, on a la ligne Info Cancer. Ce sont des infirmières qui ont travaillé en oncologie, des jeunes retraités, des IPO aussi, qui sont là pour, au bout du fil pour répondre aux patients, aux proches aussi, sur toutes des questions. C'est complémentaire, en fait. C'est qu'on ne dit pas des choses que l'infirmière pivot ou le médecin dirait, mais c'est complémentaire. Préparer la rencontre, mieux démystifier les mots qui ont été dits, toutes ces choses-là. On offre la massothérapie, l'art-thérapie, la kinésiologie. Donc, je pense aussi que c'est une autre façon peut-être de vous supporter, les infirmières puis le réseau dans votre tâche. Vous avez raison, Jacinthe. C'est vraiment d'aller chercher les ressources qui existent, puis on ne les sait pas tout le temps, puis on ne les utilise pas tout le temps, puis on prend sur nos épaules une responsabilité qui n'est pas nécessairement toute à nous de prendre. Parce que c'est ça, nos infirmières sont membres de l'Ordre des infirmières encore, sont membres de la KIO, font de la formation continue. Il y a des pharmaciens qui les forment sur les traitements Péros, par exemple. Donc, ils sont à jour. Donc, il n'y a pas vraiment de risque de référer à ça. Gagner à être connu. Il y avait madame, hein? Juste avant, dans le fond, tout le regroupement des organismes communautaires du Québec c'est ça, ils ont vraiment une communauté à eux. Les infirmières pivots devraient être au fait de ces différents organismes communautaires-là pour pouvoir orienter la clientèle. Puis c'est vraiment pour les personnes touchées par le cancer qu'on dirige vers les organismes communautaires. Je pense que la question de Mme Bouchard était plutôt pour le soutien aux infirmières elles-mêmes. Lucie apportait le côté plutôt psychologique, entraide de groupe, mais il y a aussi le fait de bien connaître son réseau est aussi facilitant. Puis d'avoir aussi la chance de pouvoir travailler de pair avec une autre infirmière pivot à même son établissement. Ça aussi, c'est aidant parce qu'on peut partager les situations complexes ensemble, les décortiquer et mettre des hypothèses, puis vraiment utiliser son jugement clinique ensuite pour mieux intervenir. Ça aussi, c'est une force. Je vous passe la parole. Oui. Moi, je suis Carole McMillan, je suis infirmière pivot en colorectal ici à l'hôpital Notre-Dame au CHUM. J'ai été témoin pour le dépistage qu'on est en train de faire sur la détresse pour notre clientèle et je suis inquiète parce que j'entends madame et j'entends mes collègues, on est 23 infirmières pivots qui sont à la limite de la détresse, si je peux me permettre, et nous, on doit dépister la détresse chez nos patients. Mais personne ne nous dépiste, personne ne nous aide, si je peux permettre. On n'a pas beaucoup d'aide. On n'a pas beaucoup. On avait anciennement une psychologue qui pouvait nous soutenir. Puis bon, le poste a été... Cette partie-là a été coupée. On nous demande. Et là, récemment, moi, j'ai été... Bon, les travailleurs sociaux, nous, en externe, psychologues, sont de moins en moins, malheureusement. Ils ont des coupures partout. Fait qu'on on dépiste, on n'a plus de ressources. Fait qu'on va nous demander, comme infirmière pivot, en plus d'écouter les détresses de nos patients, alors qu'on est déjà là. Je suis un petit peu inquiète. C'est un enjeu qui a été nommé. C'est un enjeu qui a été nommé dans la détection de la détresse. Et je pense que le fait que ça soit devenu, en tout cas, j'ai bonne espérance que le fait que ça soit devenu une priorité ministérielle, qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait au niveau de l'enjeu de c'est bien beau détecter, mais tu fais quoi avec ta détection? Si tu n'as pas la ressource. Est-ce qu'on n'a plus le temps d'écouter davantage? Ça serait l'idéal, mais malheureusement, la réalité... Là, non. Puis parfois, on est à bout de nos compétences. Tu sais, la pyramide que je vous montrais tantôt, là, des fois, tu as besoin de plus. Tout à fait. Mais c'est un enjeu qui a été nommé. Je ne sais pas, dans les outils que vous êtes en train de dévoiler pour 2018, j'espère qu'il y a quelque chose pour soutenir davantage, en tout cas, notre rôle, parce que sincèrement, là, le 284, c'est un rôle qui est magnifique, mais qui n'est pas... non, tout à fait. C'est pour ça que l'idée de prioriser certains cas versus d'autres, de regarder aussi, une des questions qui était, c'est
Quand est-ce qu'on arrête de suivre un patient? Est-ce qu'on doit suivre un patient à vie? Est-ce qu'il doit nous appeler à chaque fois qu'il y a un petit un ongle incarné? Je dis n'importe quoi, là, excusez. Non, c'est vrai. Puis est-ce qu'on doit le prendre dès l'annonce du diagnostic aussi? C'est ça. Fait que, et puis est-ce que tu disais tantôt, tu sais, ça peut être un besoin ponctuel. Fait que je pense qu'on est à l'étape où il faut regarder notre pratique, qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on demande à cette infirmière-là, qu'est-ce qu'on peut demander aux autres, puis comment on peut ensemble le faire ensemble, puis se complémenter et non pas se marcher sur les pieds pour que l'autre soit complètement là. Parce que même pour les ressources, je parle aux communautaires, dans le fond, moi, je réfère des fois nos travailleurs sociaux, les psychologues, ils n'en peuvent plus. Fait que je réfère, malheureusement, dans les CLSC, bien, ils n'en ont pas plus. Mais non. Fait que là, à un moment donné, puis eux autres, ils disent non, puis les PO continuent à dire oui. C'est ça. En bonne infirmière, on continue à dire oui. Quand il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, il y avait plein de ressources, bien, j'aimerais ça qu'il y ait un bottin, là, parce que nous, moi, j'en ai besoin. OK. Parce que chaque CLSC a des ressources, puis on ne les connaît pas, effectivement. Bien, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de diffusion à faire de l'information, des ressources disponibles. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais on va prendre 3 dernières questions. Madame ici, madame en avant. Désolée pour les... Il y a madame là-bas qui avait... Oui, il y avait madame ici. Levée, oui. OK. 4 dernières questions, puis après, parce que je vais devoir faire la gardienne du temps. Là, j'étais juste... peut-être une remarque, surtout à notre présidente de la KIO. C'est juste, je me dis, le rôle est tellement important. Pourquoi on est des infirmières cliniciennes? Pourquoi on n'est pas une infirmière pivot en oncologie? Déjà là, je trouve que ça donne un petit peu de jus à nos gestionnaires, des fois, de jouer avec nous autres. Puis ça, là, je l'ai vécu. Puis je trouve que si le rôle est si important ça en oncologie, pourquoi on ne nous donne pas le titre d'infirmière pivot en oncologie? Pourquoi on est des infirmières cliniciennes? Mais vous êtes des infirmières pivots en oncologie? Non, mais je veux juste dire qu'en étant une infirmière clinicienne, le gestionnaire, à tout moment, peut dire, selon le besoin du département, regarde, j'ai tes besoins là. Je comprends ce que tu veux dire. Puis là, à un moment donné, tu vas dans la clinique, tu te promènes infirmière pivot, tu fais plein de rôles, puis je trouve que si tu ne prends pas le rôle au sérieux, puis c'est ça que je trouve qui est vraiment dommage dans certains... je l'ai vécu. Okay. Je suis partie de là, mais je l'ai vécu. Puis ça, c'est pas correct. Puis je trouve que c'est pas valoriser le rôle de l'infirmière pivot en oncologie. Non. Puis j'avais une autre question. Est-ce que, je sais qu'on a des statistiques par rapport au ratio patients-infirmières de salle de traitement. On a-tu des ratios par rapport à combien de patients une infirmière pivot devrait pouvoir gérer? Là, je vous parle des cas actifs. Il y avait un moment donné, je vais te laisser. En fait, vous avez tout à fait raison. Pour les infirmières en salle de traitement, il y a vraiment des ratios pour les courts, les moyens et les longs traitements. C'est vraiment, en termes de durée là, de traitement, c'est vraiment calculé, les temps en salle de chimio. Mais effectivement, ce ratio-là, on parlait tantôt d'Andréane Saucier-Alain-Biron, tous les travaux qu'ils ont menés étaient vraiment pour ça, pour arriver à quantifier, à arriver avec une formule magique qui nous dirait une IPO égale 250 patients. Mais non, elle n'existe pas, cette formule magique-là, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le calcul, qui est la complexité. Fait que de savoir, dans le fond, à quel moment on réfère vers l'infirmière pivot, quels sont les critères qu'on appelle, dans le fond, les critères de vulnérabilité, inspirés des travaux, dans le fond, qui ont été faits par Sandra Racine et Julie Mignot au CIS de la Vieille Capitale, pour tout ce qui est le soutien à domicile. On s'inspire beaucoup de leurs travaux pour réfléchir l'infirmière pivot. Et puis, si X-là à mettre dans l'équation mathématique, là, on ne l'a pas encore. Fait que c'est pour ça que les travaux ils se poursuivent pour justement arriver à déterminer ce X de complexité-là qui permettrait d'avoir un calcul qui serait vraiment le reflet de pouvoir enfin calculer charge de cas, charge de travail, et puis arriver avec un calcul qui nous permettrait d'avoir une statistique vraiment à suivre et un indicateur au fil du temps aussi pour évaluer la performance. Autre chose à rajouter, Marie? C'est pas évident, hein? Non, tu as très bien fait ça, Charles. Bonjour. On peut mettre ça sur la liste, mais je ne peux pas rien vous promettre ce soir. C'est juste que vous êtes notre présidente, je l'ai dit pour le... Le message est enregistré.
Donc, bonjour, moi c'est Karianne, je suis infirmière clinicienne également. En fait, moi je suis une coordonnatrice clinique en neurologie pédiatrique à Sainte-Justine. La raison pour laquelle je venais assister ici, en fait, c'est parce que j'ai exactement un rôle d'infirmière pivot, pas en oncologie, mais dans un autre secteur. Puis mon intérêt, c'était vraiment de savoir qu'est-ce qui pourrait être transposable à notre pratique. J'écoute ça et je me sens autant concernée que si je travaillais dans le même domaine que vous. Mais je me demandais, est-ce que les outils que vous êtes en train de créer est-ce que c'est transposable pour un autre type de clientèle? Est-ce que ça a été vérifié et tout? Parce que moi, c'est sûr que j'y porterais un intérêt. Ça serait grandement apprécié dans la pratique parce que, j'ai pas la chance d'avoir un titre. Vous dites que vous n'avez pas nécessairement de titre, mais j'en ai encore moins dans le sens où je suis une infirmière coordonnatrice en clinique neurodéveloppement, neurogénétique, puis ils font juste me rajouter des mots au bout du titre finalement. Puis c'est ça. Fait que c'est de savoir, pour être capable de, moi, encadrer ma pratique, être capable d'avoir des leviers pour justement, en tout cas, je me questionne. Moi, j'aurais envie de vous dire que probablement que oui. C'est sûr qu'il faut les tester. On les a pas mis en application encore, ils ne sont même pas encore publiés ni imprimés. Ça fait que ça va être probablement à l'utilisation, mais je pense que ça pourrait inspirer plus d'une... Tout à fait. Dans le fond, on parlait de la clientèle tantôt comme la clientèle qui a une maladie chronique. Donc, on devrait s'attendre à pouvoir partir sur les mêmes réflexions de patients qui ont à vivre avec leur maladie au fil du temps. Donc, pour tout type, ça devrait éventuellement être transférable. C'est sûr que les critères seront peut-être pas les mêmes, mais la réflexion derrière, l'accès, tout ce qui est développé pour justement comment formuler la demande de consultation, les motifs, etc., tout ça reste, à mon avis, quelque chose de transférable. Un peu comme nous, quand on s'est inspiré des travaux de ce qu'il y avait en soutien à domicile, c'est ce concept-là de la vulnérabilité, puis d'aller rechercher, dans le fond, avec les activités de l'infirmière, où est-ce qu'on peut venir intervenir auprès de ces clientèles-là et comment. Fait que, oui, moi, je pense qu'il y a bon espoir qu'éventuellement, ça puisse être transférable une fois publié et mis en application éventuellement. Oui, madame, vous avez été très patiente. Oui, ça ne sera pas très, très long. Moi, mon nom, c'est Lise. J'ai travaillé beaucoup en chirurgie. Je suis actuellement retraitée. Et on a connu ce qu'on appelle l'infirmière en suivi systématique, où ils prennent des patients, ils gèrent tout, là, comme ils coordonnent, ils font tout ça. Est-ce que l'infirmière pivot, la différence entre une infirmière praticienne et une infirmière pivot? Parce que l'infirmière pivot, si on parle en oncologie, ça a l'air qu'elle va toucher à différents domaines. Donc, c'est déjà très complexe, un type de cancer, comme vous avez déjà dit. Comment une personne, en fait, peut gérer tant de cas et avoir un rôle si général sans avoir une formation particulière dans chaque domaine? C'est sûr que c'est pour ça que les enjeux de formation continue sont si importants, parce que la formation initiale, elle ne comporte pas tous ces aspects-là. Fait qu'on veut vraiment, c'est pour ça aussi que dans les exigences, on demandait à tout le moins une connaissance en onco, fait un peu d'expérience en onco avant, pour au moins connaître un petit peu de ce qui arrive, et que la formation continue est si importante pour que les gens aillent chercher cette expertise-là. Et si les gens sont par site tumoral, ils vont développer aussi un peu plus cette expertise-là par rapport à leur site versus celles qui sont générales puis qui voient 40 types de cancers. Mais à ce moment-là, le médecin dans l'équipe, il est toujours là. Je veux dire, l'infirmière pivot, elle n'a pas d'autonomie comme l'infirmière praticienne. L'infirmière pivot n'a pas l'autonomie par l'infirmière praticienne, effectivement. Elle a une certaine autonomie dans le respect de son champ de pratique, mais elle doit se référer au médecin pour... si elle n'a pas d'ordonnance collective, elle se doit de se référer au médecin pour ce qui est prescription et décision. Fait que oui, elle a une certaine autonomie, mais non pas comme l'infirmière praticienne, c'est sûr. C'est ça, mais il n'y a pas d'infirmière praticienne en Présentement, non.
Il y a l'infirmière praticienne aux adultes qui débute, là, que les cours, je pense que la première cohorte, oui, l'université a commencé, là, il fait 30 degrés dehors, mais l'université a commencé. Alors, la première cohorte d'infirmières praticiennes, soins aux adultes, à tout le moins à l'Université de Montréal, a commencé. Alors, on va voir des infirmières praticiennes, infirmiers praticiennes aux adultes qui pourraient avoir le domaine d'oncologie dans leur spécialité. Et on a une étudiante avec nous. Oh. C'est bon, on vous encourage fortement. Ah. Oui, alors moi, c'était plus un commentaire. Mon nom est Sylvie, je suis ex-infirmière pivot. C'est qu'en fait, à la réflexion, c'est que dans ma clientèle, j'avais environ 75 de cas de métastatique à l'annonce du diagnostic. Et une des difficultés que je vivais, c'était de ne pas pouvoir transférer à l'équipe des soins palliatifs par des blocages médicaux, mais c'est qu'aussi quand rendu à la fin de traitement, en fait, il fallait que je continue de faire le suivi parce qu'il n'y avait pas de ressources en bout de ligne. Il y a des CLSC qui étaient très bien équipés, mais il y a des CLSC, malheureusement, que l'équipe des soins palliatifs était une infirmière et une travailleuse sociale. Donc, en termes de prise en charge, on ne parlait pas du tout de la même chose. Donc, quand aussi on parle dans la présentation de mettre les soins palliatifs un peu plus tôt, est-ce qu'eux aussi vont avoir des ressources? Parce qu'à un moment donné, moi, je vois qu'il va y avoir de la détresse dans les infirmières de soins palliatifs parce qu'à un moment donné, ça va faire comme beaucoup. Là. Il y a eu de l'injection d'argent puis de ressources dans des soins à domicile pour les soins palliatifs et de fin de vie. Puis il va en avoir dans les prochaines années aussi. C'est quand même, surtout à domicile, l'augmentation des décès à domicile est une priorité là, dans les priorités du ministère. Alors ça, il y en a eu un peu. Est-ce qu'il va en avoir assez? Hein? Probablement pas. Probablement pas. C'est ça. C'est ça. Ça fait 10 ans que je suis en soins palliatifs. Je suis infirmière pivot en soins palliatifs. Puis, il y a beaucoup d'argent qui a été donné. Je ne sais pas où elle est allée, cet argent-là. Il doit y avoir des gens qui ont des beaux bureaux, là, mais en tout cas, concrètement... On ne la voit pas encore. Pas beaucoup, malheureusement. On va y travailler. On va y travailler. Alors, un gros merci. Je pense qu'on pourrait rester ici jusqu'à demain matin, tellement qu'on a des questions. Un gros merci. Surtout que nous autres, quand on part à parler de l'infirmière en oncologie, on part longtemps. Un petit dernier message clé. Allez-y. On entend la détresse des infirmières pivots, des infirmières en général. Et c'est pour ça les travaux qui ont été faits, puis c'est pour ça qu'on dit à la rescousse de l'infirmière pivot pour essayer autant que faire se peut. Je veux tellement... Dernier message. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que j'entends tellement ceux qui nomment la détresse, mais je dirais aussi, puis là, je vais te dire quelque chose de très délicat. On a un travail à faire sur soi aussi. Qu'est-ce que j'accepte? Où sont mes limites? S'il vous plaît, choisissez-vous. On n'est pas responsable de ce qui arrive aux patients et à leur famille. On est responsable de les guider, de les aider. Mais si on ne prend pas soin de nous, on ne pourra même plus les guider et les aider. Il y a tellement... Et on a appris à l'école beaucoup. En tout cas, moi, ça fait 38 ans, j'étais infirmière. J'ai appris le modèle Virginia Anderson. Je ne sais pas si ça se nomme encore. Mais c'était oui, hein, mais on les prenait-tu en charge? Êtes-vous d'accord avec moi? Là, on s'en va vers les patients partenaires et il faut axer là-dessus. Identifier les clientèles vulnérables, mais la première qui est vulnérable, c'est nous. Puis là, je parle dans tous les domaines. Prenez soin de vous pour ne pas cracher. Mettez vos limites. Ça, c'est... Oui, hein? Moi, ça me fait Je pense que les outils pour mettre fin au suivi, il va falloir soutenir les infirmières à dire non et à mettre des limites. Il y a un gros travail à faire dans ça. Puis les patients, là, il y en a qui ont des ressources intérieures. On n'est pas responsable de tout le monde et de tout. Fait qu'il faut les développer, ces ressources-là. Ce pas des nonos, là. Ils ont des ressources, ils sont capables de faire face à bien des situations. Fait que, merci. Alors, encore un gros merci. Merci à tous d'être venus. Et suivez-nous sur Facebook ou sur notre site Internet pour les prochaines conférences. Au plaisir de vous revoir.